Alors, Allô? bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Oui, oui. Donc, nous sommes en direct en ce moment. Oui, oui. Et comme vous avez émis le souhait de vouloir vous exprimer, voilà. Oui. Donc, vous avez la parole. Alors, vraiment, merci beaucoup. Mhm. C'est encore un honneur pour moi de prendre la parole. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur deux sujets. Le premier sujet, il concerne la France, plus particulièrement les rapports de la France avec ses colonies françaises. Aujourd'hui, je vais en parler et proposer des pistes de solutions, espérant que les gens pourraient entendre mon message. Mon deuxième sujet, ça concerne les constructions à Abidjan, plus particulièrement le modèle des chambres ou de maisons que les gens nous servent. Je veux dénoncer la mauvaise qualité des maisons et également proposer aussi certaines solutions. Alors, le premier sujet, les rapports de la France avec ses colonies françaises. Il faut dire que la France entretient des rapports d'ordre préhistorique et aussi liés à la langue, qui est le français, avec plusieurs pays africains. Vous pouvez prendre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, ainsi que d'autres pays. Aux premières heures des indépendances, il faut dire que Feu Félix Houphouët-Boigny, avec Léopold de Sédar Senghor, de par leur magnanimité et leur vision, ils ont réussi à entretenir des rapports avec la France qui a quand même permis à la Côte d'Ivoire et le Sénégal quand même de ne pas rester ou bien de ne pas sombrer dans une certaine misère. Il y a eu la période des indépendances 1960, les années 1990, c'est-à-dire 30 ans après, ont connu leur réalité avec le multipartisme qui avait été même demandé par la France, ainsi que d'autres réalités. Le temps est passé. Aujourd'hui, nous sommes en 2020-2022. Nous sommes dans les années 2020, plus précisément 2022. Et la réalité est devenue tout autre. Le temps évoluant, les réalités d'hier ne peuvent pas être les réalités d'aujourd'hui. Hier, le chemin était beaucoup plus libre pour la France dans ses colonies françaises, c'est-à-dire les pays comme les nôtres. Aujourd'hui, avec le nouveau contexte de mondialisation, vous avez vu, il y a le géant chinois qui est en train de prendre sa part de marché sur le continent africain. Les Américains, ils sont également à l'œuvre. Vous avez des pays aussi qui sont au sein de l'Union européenne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui aussi convoitent l'Afrique. Et vous le savez, il y a également la Russie qui convoite l'Afrique. Parce que non seulement l'Afrique, c'est le grenier du monde. Il y a les ressources
naturelles en Afrique, il y a les ressources minières en Afrique, les conditions climatiques permettent de faire beaucoup de choses en Afrique. Et le constat qui est fait, depuis un temps, il y a un sentiment anti-français qui est en train de naître dans plusieurs pays, colonies françaises, dans plusieurs pays, dont les colonies françaises. Et on peut constater que, de par l'évolution des choses, les rapports sont en train de se dégrader entre la France et certaines de ses colonies. Le cas centrafricain, la Russie a manœuvré aujourd'hui pour mettre en quelque sorte la France sur le banc de touche. Nous sommes encore arrivés au Mali. C'est une autre puissance, la Russie, qui manœuvre également avec la complicité de d'autres personnes pour encore mettre la France en difficulté. Et au Burkina Faso, récemment, nous avons vu des affiches où les gens ont brandi une certaine coopération avec la Russie. Et même selon ce qui se murmure dans l'ombre, si je ne me trompe, il semble que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba, il avait suggéré comme ça au président Roch Kaboré de coopérer avec la Russie, de solliciter l'aide militaire de la Russie. Ce n'est pas une rumeur, ça je peux vous le dire. Ce n'est pas une rumeur. Ah, c'est fondé. C'est fondé, je l'ai lu dans une article. Bon, je parle avec réserve. Voilà, je parle avec réserve en fait. Sinon, c'est l'information que j'ai eue pour lutter contre les djihadistes. Roch-Marc Christian Kaboré a refusé et les semaines qui ont suivi, il a procédé à son coup d'État. Avant-hier, une organisation du nom de Wakitama au Tchad vient encore de marcher en disant France dehors. Et dans cette marche, les organisateurs de cette marche ainsi que les marcheurs s'en sont pris aux intérêts français, plus particulièrement aux stations-service Total. Tous ces indices transmettent très clairement un message qui est lequel il faut que la France se réveille. Si la France ne se réveille pas, un jour, ça risque d'être trop tard pour la France dans ses colonies. La réalité est celle-là. La réalité, avec l'intoxication, la manipulation, le fait que beaucoup de nos populations ne se cultivent pas, aujourd'hui, on peut conclure très clairement que la France gagnerait à changer sa politique et sa vision vis-à-vis de ses colonies françaises. Moi, personnellement, je ne suis pas anti-français, je ne suis pas en train de développer non plus une théorie qui consiste à dire qu'il faut soutenir la France à avaler ses colonies, mais je suis en train d'être réaliste pour dire qu'il est grand temps que la France se réveille pour changer complètement ses accords de coopération, sa vision vis-à-vis de ses colonies. La France gagnerait à le faire. Si la France ne le fait pas, un bon matin au réveil, la France va constater que beaucoup de populations vont se dresser contre elle et ce sera très difficile même pour les entreprises françaises même, ne serait-ce que de travailler encore dans ces pays-là. Il faut que la France change de stratégie et de vision. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu bien se passer ces 10 dernières années, mais vraiment, la vision de la France avec beaucoup de ses colonies françaises, ça a vraiment été un échec. Dès le départ, lorsqu'il y a eu les manifestations au Mali et que le coup d'État se profilait à l'horizon, si les Français
s'était levé pour contrecarrer ce coup d'État et les Français pouvaient le faire. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, nous n'en serions pas là. Mais que n'avons-nous pas constaté? Il faut avoir le courage de le dire. Le président Alassane Ouattara s'est retrouvé presque seul à dire non à ce coup d'État, pendant que certains pays voisins avaient déjà validé ce coup d'État et les Français ont laissé faire. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Tout ce qui se vit aujourd'hui à Bamako, ou bien un peu partout en France, c'est très clair, c'est une grande humiliation pour la colonie. Pas pour la colonie, pour le pays colonisateur. Bon, je ne peux pas dire pays colonisateur parce que ça peut paraître péjoratif. C'est une humiliation pour la France. Regardez de la manière dont l'ambassadeur a été viré et de la manière dont aujourd'hui on met dehors les forces françaises. C'est une humiliation de trop. Les Français n'ont pas su anticiper. Ils gagneraient à revoir leur stratégie. Toutes les stratégies s'adaptent selon l'évolution du temps et selon les réalités du moment. Lorsque ce n'est pas le cas, vous risquez de faire fausse route. Et aujourd'hui, on peut déjà dire que la France a presque perdu le Mali. La France a des sérieuses difficultés avec le Mali. Même s'il arrivait que le régime militaire parte, le régime civil qui va venir, avec tout ce que je vois, ça va être difficile. Au Burkina, les germes sont déjà là. Au Niger, les gens sont en train de s'aimer aussi les germes. Quand bien même le pouvoir en place est encore très favorable même à la coopération française. Au Tchad, le régime militaire en place est favorable à la coopération française, mais avec tout ce qui est en train de se passer comme intoxication, ça craint. Quand vous avez en Côte d'Ivoire les Gors encore qui sont anti-français, aujourd'hui, moi je le dis, la solution aujourd'hui quand vous arrivez en France, ce n'est plus que les Africains des pays francophones se déplacent pour aller en France. Je vous le dis, frère. Moi, quand je suis allé me promener en France, je suis arrivé à Château-Rouge, Saint-Denis, Barbès, Aubervilliers, à Fortville, Châtelet. Quand je vois tout ce qui se passe, Paris même est dans des problèmes. Paris est dans les problèmes. Si tous les Africains doivent se retrouver, ou bien beaucoup d'Africains doivent continuer à se retrouver en France, moi je vous dis, la France ne va pas tenir à un moment donné. La meilleure des solutions, c'est le transfert de la technologie et des industries. On ne le dira jamais assez. Paris gagnerait aujourd'hui pour laver son image au sein de ses colonies et pour gagner en notoriété, pour monter en puissance, pour pouvoir prendre sa part de marché dans ces colonies françaises, Paris gagnerait à transférer la technologie et les industries. C'est la meilleure des solutions. En transférant la technologie et les industries, on va créer des emplois dans presque tous les secteurs d'activité sans exception. Et ces secteurs d'activité, vous avez l'industrie, vous avez la construction, vous avez les transports, vous avez l'électricité, l'eau potable, vous avez l'aéronautique, vous avez l'électronique, vous avez l'industrie agro-industrielle, vous avez l'agriculture, vous avez les banques, vous avez tout ce que vous imaginez. Dans la santé même comme le secteur de l'éducation. Donc l'idéal aujourd'hui, moi je conseille vivement à Paris pour ne pas avoir à être humilié dans les années à venir ou bien à perdre définitivement son hégémonie, de réadapter la situation. En quoi faisant? La meilleure des solutions, c'est de transférer les technologies et les industries en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun, au Niger, pour transformer sur place les produits de base, pour construire
ces pays pour créer des emplois. En le faisant, on va créer des emplois et en créant des emplois, ça va mettre fin à l'immigration clandestine, ça va mettre fin au sentiment anti-français que nous voyons de gauche à droite et ça va permettre à la France de laver son image, de rehausser son image et de maintenir son hégémonie en étant bien entendu en concurrence avec les autres. Parce que je l'ai dit, c'est un sujet, c'est difficile. Certains me diront, ah mais c'est trop facile de transférer la technologie. Si les gens veulent, ils peuvent ne pas transférer la technologie. Mais la réalité, elle est là. La misère que nous vivons aujourd'hui dans plusieurs pays d'Afrique francophone, nous avons beau sensibiliser les gens de ne pas prendre les déserts ou bien la Méditerranée, les gens n'écoutent pas. Même à l'heure même où nous parlons, il y a des gens qui continuent de traverser la Méditerranée pour se retrouver en Italie et après, ils vont continuer en Europe. Donc aujourd'hui, la réalité, elle est là. Dans plusieurs pays africains, vous prenez la Centrafrique, vous prenez le Mali, vous prenez le Tchad, vous prenez le Burkina. Les Africains de ces pays-là vivent leur malheur comme si c'était, bon, à tort ou à raison, hein, la France qui est à la base de leur malheur. Ça se dit très clairement dans ces pays que la France est à la base de nos malheurs. Voyez-vous, quand déjà on parle comme ça, c'est dit vous avez beau venir défendre, si vous ne posez pas des actes concrets, il y a toujours problème. Donc il faut que la France sache évoluer avec le temps. La France gagnerait à comprendre que hier, où nous étions en 1960, où vous arrivez en Afrique francophone, où vous dites que vous voulez tel marché, le président de ce pays ne dit même pas même A et octroie très facilement le marché. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque. Les gens vont à l'école, ils regardent la télévision, ils regardent Internet, ils croupissent malheureusement dans la misère. Que pouvez-vous venir leur dire si vous n'arrivez pas à leur offrir des emplois? Nombreux sont ceux qui me diront, non mais s'ils envoient la technologie, voyez-vous, eux-mêmes sont morts, mais eux-mêmes ils vont gagner quoi? On peut réfléchir comme ça, mais je l'ai dit, la meilleure solution au problème dans ces pays francophones, c'est que la France qui est la 5e ou la 6e, entre la 5e et 6e, la France occupe ce rang, 6e ou 5e puissance mondiale gagnerait à transférer la technologie dans ces ex-colonies, sinon ces colonies, pour créer des emplois et mettre fin à la mauvaise image dont elle est victime. C'est l'unique solution, il n'y en a pas 1000. Si les gens ne le font pas, dans les années à venir, ça va être difficile. Ça va être difficile pour les Français de tenir dans leur propre vie. Parce qu'avec ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est déjà pas facile. Ce n'est déjà pas facile. Quand c'est comme ça, il faut changer de stratégie. La stratégie française n'a vraiment pas fonctionné en 2017-2020. Ayons le courage de nous le dire. Ça n'a pas fonctionné. Si ça avait fonctionné, les problèmes que nous voyons aujourd'hui, jusqu'à ce que c'est le Mali qui va humilier la France comme ça, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, comme on le dit. La France gagnerait à faire son mea culpa et à changer de stratégie. Sinon, à l'allure où vont les choses, un jour ce ne sera pas bon. Un jour ce ne sera pas bon. Voyez-vous, le Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé complètement de langue. Tellement qu'eux-mêmes étaient déçus de la politique française, ils ont changé de langue. Et aujourd'hui, vous avez vu, le fait d'avoir changé de langue et de s'être orienté vers les États-Unis, le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda, ça va comparativement à hier. Donc, il faut que la France revoie sa stratégie et sa vision.
faut que les gens soient assez courageux pour le dire. Alors, si la France ne le fait pas, moi, je ne vois pas la France en train de pouvoir s'en sortir dans les années à venir. Parce que les générations qui sont en train de se réveiller, avec toute l'intoxication que nous voyons, les choses ne sont pas à l'avantage des Français et de la France. Il faut que la France revoie carrément sa stratégie en transférant la technologie et l'industrie pour créer des emplois, pour transformer complètement les économies de ces colonies, pour améliorer son image auprès des populations de ces pays et aussi pour mettre fin à l'immigration clandestine que nous voyons un peu partout. La France gagnerait à changer sa stratégie politique, sa stratégie diplomatique et même à vraiment établir de nouveaux accords de partenariat. C'est très important. C'est très important. Il faut le dire. J'espère que mon message va arriver quelque part. Si la France ne le fait pas, moi je le dis, je ne suis pas anti-français. Je ne suis pas aussi ce genre de citoyen qui va dire qu'il faut tout de suite confier les pays à la France pour que la France se serve comme à volonté. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais je suis assez réaliste. J'essaie d'analyser et je souhaite vivement que telles que les choses étaient hier, que les choses s'arrangent. Parce que l'échec que la France a subi au Mali est en train de s'extrapoler au Burkina Faso et ce n'est pas bon. Au Tchad, les prémices sont là. Et vous voyez, c'est une politique, une stratégie très bien ficelée qui est mise en place par les adversaires de la France pour vraiment, comme on le dit, mettre la France dehors. La réalité, la stratégie qui a été mise en place par les adversaires de la France, c'est de mettre la France dehors. Ça c'est cette réalité-là. Il revient à la France d'être suffisamment consciente pour changer de stratégie et améliorer les choses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne les constructions à Abidjan, vous voyez aujourd'hui, quand vous dites que vous cherchez un logement à Abidjan, sur 10 potentielles maisons qu'on va vous présenter, vous serez complètement déçu de 9 maisons. Peut-être c'est la 10e qui sera, on va dire, acceptable. Vous serez déçu. Les chambres sont très petites. Les maisons sont très mal construites. L'air ne rentre pas. C'est coincé, c'est serré. Les gens sont mal à l'aise. Il fait très chaud. Donc tous ces problèmes, c'est devenu vraiment comme une mode dans le secteur de la construction et je ne sais pas pourquoi. Il faut que les structures compétentes dans le domaine de la construction analysent attentivement, enquêtent attentivement. Il faut qu'aujourd'hui, les gens arrivent à construire des maisons quand même qui sont décentes. Des maisons décentes. Une maison décente suppose que quand vous louez la maison, il y a quand même un minimum d'espace pour faire un salon. Il y a un minimum d'espace pour dormir dans la chambre. Il y a des fenêtres où l'air rentre. Il y a quand même de l'espace pour que vraiment on puisse être un peu à l'aise. Mais tout ceci fait défaut dans la majorité des constructions aujourd'hui à Abidjan. Je ne sais pas où est-ce que les gens ils sont allés copier ce modèle de construction, mais moi-même je suis complètement déçu. Complètement déçu. Donc il faut qu'aujourd'hui, le ministère de la Construction et les structures de construction compétentes aujourd'hui arrêtent des normes pour dire, quand vous voulez construire une chambre, voilà les dimensions. Une chambre doit avoir minimum telle dimension. Un salon doit avoir minimum telle dimension. Et il faut les fenêtres doivent avoir minimum telle dimension et il faut laisser de l'espace pour que l'air puisse rentrer. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas un jour, je vous assure aujourd'hui, toutes les maisons que les gens construisent aujourd'hui, ce sont des poulaillers.
C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Vous voyez, les chambres ressemblent à des poulaillers complètement. Quand nous étions au village, les enclos dans lesquels on mettait les poulets, vous voyez, les chambres d'aujourd'hui à Abidjan, là, sont des poulaillers. Comment voulez-vous que les gens puissent vivre à l'aise ou bien ils puissent avoir une longévité dans ces conditions? C'est difficile. Le cadre de vie même, il est très malsain. On ne peut pas respirer. On a tous les problèmes du monde. Donc, je voudrais interpeller le ministère de la Construction et les autorités compétentes dans le secteur de la construction attentivement ce domaine-là et apporter des solutions. Auquel cas, si rien n'est fait, c'est déjà, la situation est déjà dramatique. Donc, il faut que les gens agissent pour obliger les gens à construire des maisons décentes où quand même le salon et les chambres sont grandes, où il y a de l'espace et qu'on arrive à vivre sainement et décemment. C'est très important. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, Souniata le Conquérant, pour toutes ces analyses teintées de beaucoup de réalisme que vous venez de réaliser, relativement surtout à la qualité des maisons construites et de l'environnement même de l'urbanisation en Côte d'Ivoire. Il y a presque tout à corriger. Le désordre qui règne dans ce ministère seul et toutes les lois même qui sont appliquées, comme par exemple les lois sur les bails, qui ne sont même pas appliquées parce qu'à la réalité, les gens font ce qu'ils veulent. Et quand quelqu'un est dans le besoin de se trouver une maison, c'est pas évident que la personne puisse se plaindre et imposer que son bailleur respecte les lois. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et donc, il y a un piège qui ne dit pas son nom. Des belles lois sont votées, mais on se dit, mais est-ce qu'on a vu quelqu'un se plaindre? Quelqu'un te dit, lui, il cherche une maison. Sa priorité, c'est de se mettre un toit sous la tête. Toi, tu lui dis que moi, le propriétaire de la maison, je dis, il faut payer 5 mois. Toi, tu t'en vas te plaindre contre moi. Tu as d'abord quelle preuve pour te plaindre contre moi? Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien entre nous. Et puis de deux, si cette maison tu cherches là, si tu n'es pas d'accord avec ça, il faut partir. Voilà la réalité. Voilà, c'est comme ça on parle en tout cas. Et donc, je dis ça de façon prosaïque pour dire qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées, mais qu'en réalité, l'esprit ne réside pas dans ces lois-là, puisqu'il n'y a pas la volonté réelle de l'autorité à appliquer ces lois-là sur le terrain. Parce que si on laisse aux citoyens la latitude de pouvoir se plaindre de faire ça, etc., etc., alors que la personne est dans le besoin. Tu penses que quand quelqu'un est malade, il demande l'avis de son docteur, la personne veut juste se soigner. Non. Effectivement. C'est comme un malade qui dit, bon, comme mon docteur là, il n'est pas correct, là, je vais le quitter. Mais est-ce que toi, dans ta maladie, même là, tu peux réfléchir? Et donc, il y a tellement d'opportunités dans ce secteur-là. Et c'est une suite logique. Les gens ont compris que pourquoi dépenser de l'argent pour construire des maisons dignes de pouvoir accueillir des humains quand je peux construire des poulaillers et mettre 100 personnes là-dedans parce que le besoin s'impose à eux. À elles, pardon, ces personnes. Malheureusement, et donc, quand on réfléchit selon la psychologie de l'Ivoirien aujourd'hui, la morale a foutu le camp dans tous les sens. Et bizarrement, une maison où il n'y a même pas d'air, ça peut agir sur ta santé et ça peut réduire ton temps de vie. Une maison qui est brisée de tous les côtés, les éléments chimiques que tu respires, l'amiante et autres, ça peut accélérer ton passage à la mort. Mais tout le monde fait semblant parce qu'on a un argument qui est en béton. On va accuser notre oncle qu'on n'aime plus de tout. On va l'accuser de sorcellerie et c'est lui qui aura été la cause de mon cancer du sang ou bien de quelques autres maladies. Entre-temps, Dieu n'est pas bête. Dieu fait ce qu'il a fait. Dieu a mis des principes. À nous de les respecter ou de ne pas les respecter. Ça, ce n'est pas de l'ordre de Dieu de prendre ces détails-là en main. À la première thématique que tu évoquais, cher frère, moi je vais être très franc, comme à l'accoutumée, pour dire que la France est en train d'être prise à son propre jeu. Voyez-vous, chacun de nous a des enfants. Mais le jour où ton enfant naît là, il est tellement dépendant de toi que c'est toi qui décides de tout. Tu décides de ses habits, tu décides de qu'est-ce que tu vas lui donner à manger, tu décides de tout. Même tu lui es sur le derrière comme tu veux. Mais l'enfant va avoir 10 ans. L'enfant va commencer à s'exprimer. L'enfant va commencer à exprimer sa personnalité. Toi, tu dis non, non, non. Toi, tu es mon enfant. Je t'ai toujours essuyé le derrière ici. Ouvre-le pour que je l'ai su. Mais l'enfant va... Il y a un problème. Voilà, il y a un problème.
Parce que s'il l'accepte parce qu'il est faible aujourd'hui, mais sache que l'enfant a un avantage. Lui, il sera l'adulte de demain, toi, tu seras le vieillard de demain. Effectivement. Et donc, la chance de la vie va lui donner un moment où il va te dire non. Mais, au-delà de ce non-là, tout ce que tu lui as fait subir au moment où il ne pouvait pas agir, il va commencer à prendre cela comme... Et il va commencer à les faire ressortir contre toi. C'est ça qui arrive à la France. Oui. Voyez-vous, vous les Français, vous devrez comprendre que le monde n'est plus un monde du 17e siècle, du 18e ou du 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Moi, je ne suis pas anti-français. Et je n'aime pas, et je le dis clairement, je n'aime pas du tout les Russes. Pourquoi je ne les aime pas? Parce que je déteste les Russes. Mais dans les années 70, on a vu les mouvements politiques russes et autres. On a vu le Mali, on a vu d'autres pays. Mais qu'est-ce que ça a donné au finish? Même la Guinée qu'on a pris à côté de nous, là, Sékou Touré. Qu'est-ce que ça a donné au finish? C'était la catastrophe. Nous ne les aimons pas, sinon je ne les aime pas parce qu'ils n'ont jamais un modèle qui inspire la confiance sur la base qu'ils aient réussi autant que les Occidentaux. Et nous ne pouvons pas confier notre destin à quelqu'un qui n'a jamais rien réussi. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prendre ce risque-là. Et maintenant, ça ne veut pas dire que nous aimons aveuglément la France. Même ceux qui disent qu'ils sont contre la France, ils ont aussi des raisons que nous partageons. Ça, il n'y a même pas de honte à se le dire. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec eux, c'est la théorie des esclaves affranchis aux États-Unis. Parce que nous, on se base sur l'histoire pour connaître beaucoup de choses et anticiper. Voyez-vous, chers frères, lorsque le temps, il s'est agi de libérer les esclaves, il y a beaucoup d'esclaves qui ont refusé et qui se sont eux-mêmes maintenus dans l'esclavage. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on leur a dit, bon, on dit de vous libérer, tout est bien, bon, partez. On les a jetés dans la vie. Ils n'ont ni toit, ni maison, ni formation, et ils étaient dans le vent. Et finalement, ceux qui ont eu l'intelligence de rester, c'est eux qui s'en servaient et qui s'en sortaient un peu. Aujourd'hui, vouloir brutalement se séparer d'avec la France, c'est se jeter dans le vent et reprendre une aventure qui sera plus qu'ambiguë. Et donc, c'est cette chute vertigineuse-là que nous ne voulons pas. Maintenant, à la France même, il faut lui montrer ses erreurs. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et je dirais même presque à la première moitié du 21e siècle. Puisqu'en 2025, on sera à la première moitié. À la fin de la première moitié. Regardez aujourd'hui. Vous avez posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui il y a tant de ressentiment contre la France. Chers frères, l'une des explications se trouve aujourd'hui dans les nouveaux moyens de communication. Voyez-vous, dans les années 80, il n'y avait que Jeune Afrique et quelques médias pour informer. Mais aujourd'hui, il y a tellement de canaux de communication. On ne peut plus rien cacher. Et cette nouvelle génération-là, à quelque manière que ce soit, la possibilité de s'informer. Que ce soit en bien ou en mal, elle accumule des informations. Et elle veut expérimenter, souvent même ces expériences-là, pour comprendre réellement de quoi il est question. Malheureusement, la France n'a pas compris le jeu. J'ai été ici l'une des premières personnes à stratégiquement dire aux gens, ceux qui se souviennent très bien, j'ai dit qu'il y a un complot de la Russie et des grandes firmes de désinformation. Ils vont s'attaquer d'abord au Mali, au Burkina, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent se souvenir pourront s'en souvenir, mais les émissions sont là. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de voir là? Et même avant-hier, j'ai lu comment la Russie met des millions de dollars pour former des gens et les mettre en Afrique pour influencer. La France, malheureusement, n'a pas compris cela. Mais ce qui a encore été le drame même du français, le français, comme toute personne, à force d'avoir peur de la concurrence, la France a pensé que sa politique à l'ancienne qui consistait à toujours désorganiser ses États, c'est-à-dire on met éclaireur au pouvoir aujourd'hui, après on essaie de créer quelques crimes, mettre éclaireur mal à l'aise et on essaie de lui tordre le bras. Et déjà, on prend des opposants pour essayer de l'inquiéter. Cette politique-là, aujourd'hui, elle a ses limites. Parce que les méfaits de la France sont tels qu'aujourd'hui, à la fin, les gens se disent on s'en fout. Parce que si vous jouez de X, de Y et de Z, après, il n'y aura plus notre lettre alphabétique. Il faut repartir à A pour recommencer. Or, déjà, vous avez fait de A à Z. Vous leur avez fait la même chose. Vous mettez des gens démocratiquement élus au pouvoir. Après, vous créez des forces d'opposition pour retarder la marche de ces pays. Vous avez fait A, B jusqu'à Z. Maintenant, il faut reprendre la même liste alphabétique. Qui sera le premier à accepter que vous venez jouer de lui? Et donc, aujourd'hui, la France se retrouve dans un schéma où elle est
prise à ses propres pièges. Il faudra que la France comprenne une chose pour de bon. Il faut qu'elle adopte une attitude un tant soit peu d'honnêteté dans sa démarche. Regardez par exemple les anglophones. C'est vrai qu'eux-mêmes aussi sont sous protectorat de leurs colons anglais. Hein? Mais vous voyez que eux ne s'intègrent pas dans la politique de leur pays directement comme ça pour leur imposer n'importe quoi, comme la France le fait. Et ça, il faudrait que la France arrête ça. Et je prends un exemple pratique. Et vous allez beaucoup m'excuser. Mais si vous voyez aujourd'hui qu'on a pu contenir le djihadisme en Côte d'Ivoire pour qu'il ne descende pas là, c'est parce qu'on paye les Américains, je crois, 15 milliards de francs CFA pour protéger la bande nord du pays. Mais si c'était les Français, ils allaient faire un double jeu. Ils allaient dire qu'ils protègent le territoire selon leurs intérêts. Et puis la nuit, ils allaient négocier avec des bandits pour déstabiliser souvent, pour toujours faire. Et même ce qui est arrivé en France là, le coup d'État ne s'est pas fait gratuitement. La France l'a fait en pensant que les nouvelles autorités qui vont venir à Bamako, elle va pouvoir se jouer d'elle et avoir tout ce qu'elle n'a pas pu avoir. Mais le plan, et malheureusement, vous voyez ce qui vous est arrivé. Ça veut dire que vous devrez changer. À l'envers, hein? Effectivement, parce que c'est ce que je disais. Si vous récitez l'alphabet de A à Z et qu'on vous demande de réciter une deuxième fois, vous allez toujours commencer par A. Or, il se trouve que ce que vous avez déjà fait à A, la première fois, il va s'en souvenir la deuxième fois. Et donc, à force de refaire la même politique sans imagination, la France aujourd'hui est en train d'être prise à son propre jeu. Il va falloir que la France, en toute sincérité, observe de la lucidité dans sa politique et qu'elle arrête d'infantiliser les peuples africains et surtout ses dirigeants en créant des rapports bizarres, des situations bizarres ou même des divisions internes dans les pays. Prenez tous les pays francophones. Dans tout pays du monde, il y a des oppositions. Même en France, il y a les gilets jaunes et autres. Et même il y a l'extrême droite. Mais pourquoi ça ne va pas dans l'exacerbation des positions? Mais dès qu'il y a un régime qui est stable dans un pays francophone, les premières personnes qui vont se plaindre de quoi que ce soit, la France est toujours prête à les écouter et à demander, nous exhortons les deux parties au dialogue, tant. Et dès que ces dialogues-là sont faits, la France déjà leur donne toute la légitimité de pouvoir contraindre le pouvoir à faire ce qui n'est pas acceptable. Et c'est ça aujourd'hui que les Africains ne peuvent pas accepter. Et les Africains, les francophones, les vivent cela comme de l'infantilisation. Et la France, par manque d'imagination, n'est pas prête à cesser. Sinon, vous n'auriez pas pu. Vous n'auriez pas pu. C'est à cause de ça, vous n'auriez pas pu prendre des gens en qui aucun Africain ne se reconnaît pour aller organiser votre sommet France-Afrique et venir dire que ces personnes-là vont parler au nom des Africains. Et depuis ce sommet-là, qu'est-ce que ces personnes ont fait pour mériter d'être là? Qu'est-ce qu'elles ont changé dans la vie des Africains pour que nous puissions nous accorder notre crédit? Rien. Et depuis qu'elles sont venues, qu'est-ce qu'elles ont pu faire? Rien. Et donc, c'est pour vous dire que la France actuellement n'a pas d'imagination. Et quand on n'a pas d'imagination, on est soit voué à l'échec, ou bien ceux qui sont vos concurrents vont vous dépasser. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les Russes ne font rien d'extraordinaire et ne pourront rien faire d'extraordinaire. Mais c'est seulement des promesses qu'ils font. Et ça leur marche jusque-là. Ça marche bien jusque-là. Et donc, il faut réellement que la France essaie d'écouter le vrai vécu des Africains et de dire aux dirigeants africains, arrêtez de détourner les fonds de vos États. Si tu vois que beaucoup d'Africains vont chez vous, c'est parce que les dirigeants détournent avec la bénédiction des Français et vont les cacher en Occident. Dites à nos dirigeants, plus de détournement de fonds. Prenez ces fonds-là pour développer, créer des entreprises en Afrique. Ce que vous avez dit, c'est totalement normal. Tant que la France ne comprendrait pas qu'aujourd'hui, nos populations sont en majorité 70% jeunes et qu'il faut les occuper sainement. Et pour les occuper, il faut des industries sur place. Et comme tu l'as dit, la France ne peut pas perdre parce qu'on ne lui demande pas de nous donner la science de sa technologie dans un premier temps. On lui demande seulement de transférer les industries. Ça encore, c'est différent. C'est différent de la science technologique. Ça veut dire qu'ils ont toujours la même mise sur leurs industries. Mais tant que la France ne va pas donner quelque chose, je peux vous promettre que cette nouvelle génération, tant qu'elle aura 200 francs ou 100 francs, elle va toujours aller là où ça peut faire mal à la France et devenir une bombe à retardement entre les mains de la France parce qu'elle aura tout le temps de se cultiver et d'ingurgiter ce qu'il faut contre la France. Alors que si on crée des industries et qu'on occupe sainement ces 70% de jeunes, quand toi tu vas finir de te taper 8 heures, tu penses que tu auras le temps d'écouter Kémy Séba ou même Nathalie Yamb, etc. Non.
Et donc, On n'a pas voilà. le temps pour Kémy Séba. Voilà. Et donc, c'est des choses simples. Mais malheureusement, notre jeunesse, nos États africains, après les détournements et après la désorganisation même de nos États, n'ont pas les moyens de pouvoir s'occuper de toute cette masse de jeunes. Et donc, tant que l'industrialisation ne sera pas mise sur le terrain pour occuper les gens, la Méditerranée ne sera qu'une rivière pour nous. Malheureusement, toutes ces politiques qui sont menées là ne peuvent pas freiner cette dynamique-là. Et donc, il faut un peu de sincérité de la part de la France et un peu de courage politique. Et quand je parle de courage politique, je veux dire, abordons les vraies questions et avec les dirigeants et avec les dirigeants africains. Parce que nous avons autant contre la France vis-à-vis de nos dirigeants. Parce que la majeure partie de nos dirigeants de 1960 jusqu'en 90, la majorité des fonds qui ont été volés ont été mis en France et en Suisse. Il faut que cela nous soit restitué dans nos différents pays africains. C'est vrai que nous n'avons pas toute la force, mais nous connaissons l'histoire et nous connaissons l'évolution du monde. Il faudrait qu'un jour la France ait le courage. Les patrimoines que vous nous donnez là, les bois là, nous on s'en fout de ça. Les bois là, que non, on vous a remis vos statuettes, on va faire quoi avec ça? C'est l'argent que vous nous avez volé là. L'or que vous nous avez volé là, c'est ce qu'il faut ramener. Soit, si vous n'avez pas l'argent à nous donner, donnez cela en industrie. Donnez cela directement en industrie. C'est très important et c'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour cette contribution. Je vous en prie. Nous espérons que les gens ils vont écouter un peu de ce qui a été dit ici. Non, mais le président de la Côte d'Ivoire, vraiment très long. Le président de la Côte d'Ivoire avec, et je crois qu'ils vont parler de ça ce soir. Et je crois que, de façon honnête, on doit décomplexer le sujet. Si la France veut réellement réussir, il faut qu'elle anticipe, mais ça sera avec des décisions fortes. C'est clair. Effectivement. Et donc, merci vraiment, beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, vous passez une excellente soirée. Excellente soirée également. Merci beaucoup.